Quelle politique salariale pour les agents de l'État de la République démocratique du Congo? Madame, Messieurs, voilà une question phare de ce nouveau numéro de votre émission Paramètres qui trouvera sûrement une réponse au cours de cette émission à laquelle nous vous disons bienvenue à tous, chers téléspectateurs, bienvenue à Nico Kassanda et bienvenue à notre invité. Merci. Alors Nico, comment ça va? Ouais, ça se passe très bien, en tout cas très bien, tout va bien. La famille, les enfants, tout va bien. Tout le monde va bien. La RDC va bien. La RDC, bon, nous espérons que tout ira bien aussi en RDC, avec surtout des choses à venir que la nation va nous proposer. Alors, qu'en est-il pour ce nouveau numéro? Alors, pour ce nouveau numéro de Paramètres, nous avons l'honneur de recevoir, c'est un habitué au fait de cette émission, de ce magazine Paramètres. Il s'agit du pasteur David Delors Luyeye Ngongite, qui est le président de l'Union des agents et cadres de la territoriale, mais aussi président de l'Union des fonctionnaires et agents des carrières de l'administration publique. Et donc c'est avec lui que nous allons partager ces moments, échanger autour de cette politique salariale que le gouvernement congolais devrait justement mettre en place pour le fonctionnaire de l'administration publique. Monsieur David Luyeye, bonjour. Bonjour, camarade Nico. Comme vous le savez, nous nous appelons toujours les camarades dans les syndicats. Donc on va aujourd'hui vous saluer autant de fois que possible. En tout cas, je les reçois très bien et je peux aussi vous les retourner. Bienvenue à cette émission. Oui, merci beaucoup pour votre accueil et votre hospitalité. Alors déjà, il y a eu remaniement du gouvernement Sama 2 et les fonctionnaires de l'administration publique ont la joie parce qu'ils ont vu leur autorité des tutelles, qui est le ministre, qui est le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, être reconduit. Vous êtes satisfait? En tout cas, pour moi, c'est une satisfaction totale parce que c'est un ministre qui est en train de battre et de se battre et de mener un combat pour l'intérêt supérieur des agents et fonctionnaires. Donc, il veut toujours rendre la dignité aux fonctionnaires. C'est ainsi que le chef de l'État a réitéré encore sa confiance en sa personne. Donc, je félicite le vice-premier ministre reconduit, Jean-Pierre Liaou. Je le félicite, je l'encourage. Et je demande aussi à ceux qui sont dans le gouvernement de continuer à faire comme lui pour que prochainement, même quand on aura encore un autre mandat au niveau de la politique, qu'ils puissent aussi être reconduits afin de pérenniser leur vision et matérialiser aussi la vision du chef de l'État. Merci. Alors déjà, vous êtes content, il a eu à battre un grand travail pour essayer de redynamiser les choses au sein de cet appareil qui est justement la fonction publique. Il y a eu plusieurs agents qui sont envoyés en retraite, qui n'avaient plus droit de pouvoir continuer à prester. Il y a eu même des agents fictifs, il les a détectés, et il y a eu même augmentation, si on veut, on va le dire comme ça, même si ce n'est pas encore satisfaisant, des salaires quand même des fonctionnaires. En tout cas, ça c'est un pas, et ce pas a toujours été accompagné de syndicalistes que nous sommes pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc, le vice-premier ministre, c'est un homme dynamique, c'est un homme flexible, c'est un homme fort et je le félicite pour ça. Donc, et puis avec son courage et avec sa politique, je pense que si on pouvait avoir 10 ou 15 ministres comme lui, le Congo va évoluer. Alors déjà d'entrée de jeu, la question phare de ce jour, c'est est-ce qu'il existe ici en République démocratique du Congo une politique salariale pour les agents de l'État? Bien sûr que oui. Mais je vous dirais, cela existe dans les textes de notre pays. Il y a quelques principes de base qui sont énoncés dans la constitution de notre pays à son article 36 qui dit que le travail est un droit et un devoir. Donc l'État a le devoir de protéger et de rendre des rémunérations équitables à tous les niveaux. Et aussi assurer et donner aux travailleurs un salaire qui doit assurer à sa famille et aussi à lui-même, conformément à la loi, rendre la dignité à ses travailleurs. Et aussi, il y a la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, à ses articles 46 et 48, Là, vous évoquez déjà le cadre juridique. Le cadre juridique
qui définit, qui définit déjà la politique salariale pour la République démocratique du Congo, qui n'a pas été encore respectée et mise en application. Voilà. Alors aujourd'hui, le cadre juridique qui définit cette matière salariale pour les fonctionnaires de l'État congolais, c'est dans les textes. Mais sur le plan sur le plan pragmatique, il n'y a presque rien du tout. En tout cas, jusque-là, je dirais que le salaire de fonctionnaire souffre trop. Et au-delà de la Constitution, parce que nous sommes, dans notre pays, il n'y a pas seulement la fonction publique. Il y a aussi le ministère du Travail qui s'occupe des entreprises privées et aussi des entreprises publiques. Donc, vous verrez que pour nous, les agents de carrière, nous sommes régis par les statuts des agents de carrière, conformément à la loi numéro 16/015 du 15 juillet 2016. Mais il y a aussi le Code du travail, la loi numéro 16/010 du 15 juillet 2016, qui régit les agents des entreprises publiques et des secteurs privés. Donc il y a deux secteurs. Nous avons la fonction publique et aussi le secteur privé. Et toutes ces lois, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas vraiment mises en pratique par le gouvernement congolais. Parce que c'est le gouvernement congolais qui gère les deux secteurs, mais malheureusement, cela n'est pas pratique sur le terrain. C'est ce dont nous déplorons à chaque minute et à chaque seconde. Alors, vous avez dit tantôt que le salaire d'un fonctionnaire souffre. Est-ce qu'il est stagnant, il est précaire, il bouge à tout moment, il monte, il descend ou comment? Insignifiant. Ah ouais. Moi, je vous dirais, la fois passée, je vous ai parlé du sida, et disant qu'au Congo, tout le monde est sidaïen. Ceux qui sont dans les secteurs privés et les secteurs publics, nous sommes des sidaïens parce que nous avons un salaire insignifiant, mais difficilement aussi acquis. Parce que vous savez, on paye les gens en retard d'abord. Vous allez constater que dans notre pays, jamais vous trouverez que quelqu'un est payé avant même les 30 ou au plus tard les 30. Donc, il dépasse même le délai pour aller toucher son salaire. Donc, le salaire des fonctionnaires est très modique, si je peux le dire. Donc, ce salaire est modique. Il y a de ceux-là qui touchent un salaire qui n'est même pas conforme à la dignité d'un travailleur. Donc, c'est une difficulté auquel nous sommes confrontés. Bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes que des employés et nous n'entendons que l'employeur de pouvoir essayer de nous mettre dans des conditions requises par la loi. Et par rapport à la modicité de ce salaire, vous, en tant que syndicaliste, vous êtes en même temps le président des LUCAT, président des UFACAP, et avec d'autres syndicalistes, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous entendez au fait faire pour pousser l'État congolais à pouvoir réajuster ces salaires? En fait, camarades, je vous rappellerai qu'en 2015, 2016 jusqu'en 2021, nous avons signé des accords avec le gouvernement. Et ces accords ont été respectés partiellement. Et nous avons eu à proposer, il y a tout un barème qui existe. Un barème qui regroupe toutes les administrations. Mais malheureusement, ce barème n'a jamais été mis en application. Parce que d'une part, il faudrait que le Premier ministre prenne un décret ou le président de la République prenne une ordonnance, de telle sorte qu'on puisse appliquer les barèmes. Et vous savez, en 2004-2007, il y a eu des accords dits de Mboudi où on parlait d'un salaire d'un huissier à $208. Mais qui aujourd'hui, les huissiers ne touchent pas $208. Aujourd'hui, vous allez trouver qu'un huissier a 240 000 francs congolais. Et quand le huissier a 240 000 francs, d'ailleurs, la tension du salaire est une tension brisée. Or, nous avons voulu qu'il y ait une tension qui doit être une tension de 1 à 10. C'est-à-dire, lorsque le huissier a 240 000, on suppose que le secrétaire général a plus ou moins 2 400 000 francs congolais. Mais ce qui n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, le secrétaire général qui a le rang de ministre touche un salaire de 390 000 francs congolais. Donc voilà, nous en tant que syndicat, nous avons fait de notre mieux de proposer le barème salarial pour une grille barémique unique pour tous les agents, même ceux qui sont... Parce qu'il n'y a pas seulement des agents de carrière. Nous avons aussi les agents publics, notamment les députés, les gouverneurs. Ce sont des agents publics de l'État. Des magistrats. Alors, de magistrats, c'est de la santé, c'est de l'EPST, c'est de l'ESU. Tous nous sommes des agents des carrières des services publics de l'État. Mais malheureusement, l'État congolais continue à faire ses manigances pour ne pas respecter ça. Et
pour caractériser les salaires des agents dans la disparité sociale et ainsi que la modicité des salaires. Mais pourquoi cette disparité? Expliquez-nous un peu cette notion des disparités-là. Est-ce que l'État congolais est au courant? Est-ce que vous faites des bruits quand même pour que cette situation de la disparité puisse disparaître? Et est-ce que cette proposition est arrivée à qui de droit? Mais quand je vous dis qu'à qui de droit, d'ailleurs nous avons le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, qui est vraiment le ministre habilité, et nous avons le ministre des budgets et des finances. D'ailleurs, il y a l'ancien ministre des finances a été reconduit, Nicolas Kazadi, aussi et le ministre du budget qui a été reconduit. Et tous ces ministres, nous avons été avec eux à Bibois, comme à Beau-la-Loge, afin de pouvoir régler cette situation. Donc, ils sont bien au courant parce qu'il y a des commissions paritaires qui ont eu lieu plusieurs fois. Il y a Beau-la-Loge, il y a Bibois, Bibois 1, Bibois 2, mais bon, jusqu'aujourd'hui, nous trouvons que... Ça fait combien d'années? Ça fait déjà presque 2 ans que nous sommes allés. D'ailleurs, en 2021, nous étions à Bibois avec eux, et depuis leur nomination, on était à Bibois avec les 3 ministres reconnus, celui des finances, celui du budget, et aussi de la fonction publique, voire aussi celui de l'espèce de Tony Mwamba. Donc, vous comprendrez que vous allez voir dans notre pays, il y a une très mauvaise volonté politique. D'une part, le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique a cette volonté, mais il n'est pas aidé par ses collègues membres du gouvernement. Donc nous sommes en train de souffrir, et qu'est-ce que nous pouvons faire? Et nous sommes en train de déplorer et de l'autre côté, et de crier à tout moment. De l'autre côté, on déplore le fait que le train de vie des institutions est largement supérieur, qui consomme pratiquement 80% du budget. Alors qu'on dit aujourd'hui le budget du gouvernement, du régime Tshisekedi, on va le dire comme ça, par rapport à celui de Kabila, est largement supérieur. Mais le train de vie des institutions est en train de consommer 4 à 80% ces budgets. Ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas des hérésies, c'est une vérité et une réalité. Pourquoi? Parce que, vous savez, par exemple, à la présidence, la présidence a plus ou moins 1000 quelques conseillers et 2000 et quelques agents. Et à la présidence, le directeur de cabinet a plus ou moins 48 000 $. Imaginez un peu ça. Un directeur de cabinet qui a 48 000 $. Un conseiller à la présidence a plus ou moins 16 000 $. Si vous venez dans les cabinets ministériels, le conseiller du ministre ont plus ou moins 3 000 et quelques $. Et le directeur du cabinet du ministre ont 7 500. Au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée il touche plus ou moins 75 000 $. Imaginez ça. Le ministre a plus ou moins 60 000 $. Alors, comment vous vérifiez ces différents montants? Nous ne pouvons pas venir ici pour mentir ou tromper la vigilance de la population. C'est une vérité. Mais lorsque vous parlez de 16 milliards de $ dans le budget, cela ne se fait pas sentir au niveau de la population, ni moins au niveau de la fonction publique. Parce que tout ça est consommé au niveau des cabinets politiques. Alors, si on pouvait au moins réduire le train de vie des institutions, et on peut prendre tout ce qu'on donne au niveau de la politique, on peut aussi ajouter chez les fonctionnaires. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. D'autant plus que les fonctionnaires sont abandonnés à leur triste sort, ils sont marginalisés, et tout ça en violation de l'article 12 de la Constitution qui dispose que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Donc, et cette loi qui est l'article 36 de la Constitution pour le travail, qui n'a pas été respectée, qui n'est pas encore respectée jusqu'à aujourd'hui, continue à souffrir de l'applicabilité. Voilà. Et qu'en est-il des primes? Mais pour les primes, vous allez voir, il y a certains ministères qui ne touchent pas les primes. Sur les plus ou moins 52 ministères que nous avons, il y a la majorité qui ne touche pas. Vous pouvez remarquer, il y a plus de 40 ministères qui ne touchent pas les primes. Et ceux qui en touchent, il y en a d'autres qui en ont plus ou moins élevé, mais il y en a d'autres, comme nous par exemple au ministère de l'Intérieur, il y a certains agents dans le ministère de l'Intérieur qui touchent une prime colossale, mais il y en a d'autres aussi qui ont une prime de 15 000 et 10 000 francs congolais. C'est une honte pour un pays comme le Congo. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Est-ce que les fonds sont décaissés pour ce montant, ou il y a quelques manigances qui se passent au cours de cette opération? Je vous dirais que, madame le journaliste,
le Congo souffre de non-respect de la procédure d'encaissement et de décaissement de fonds selon les dépenses et les recettes. Donc l'argent, de la manière dont il est géré, de la manière dont on encaisse, de la manière dont on les décaisse, il y a trop d'irrégularités. Donc il y a des anomalies budgétaires et ce qui cause les dysfonctionnements budgétaires au niveau de l'appareil financier de notre pays. Donc voilà ce que nous pouvons déplorer. Donc la manière dont on encaisse l'argent, on les décaisse, en tout cas il y a trop d'irrégularités. Mais il n'y a pas une politique de vérification ou du contrôle de ces fonds lorsqu'ils sont décaissés en destination évidemment des fonctionnaires. Il n'y a pas une politique de contrôle. Il y a des services habilités, chers camarades. Il y a des services. Mais que font ces services-là? Ces services ne peuvent faire leur travail si on les laisse faire. Mais lorsqu'on ne les laisse pas faire, on crée des services parallèles, par exemple. Ils sont soudoyés? Mais je vous dis qu'il y a des services parallèles. Par exemple, à la présidence, il y a certains conseillers qui assument les attributions qui sont dévolues au service du gouvernement. Ce qui cause ces dysfonctionnements financiers. Donc, il y a des services parallèles au niveau de la présidence. Alors, ces services, le président de la République ne pouvait pas donner ses attributions aux conseillers de la présidence. Parce que quand un conseiller vient assumer les attributions qui devaient revenir à un ministre, les attributions qui devaient revenir à un service spécialisé, c'est déjà ça de l'incognitude. Voilà ce que je peux dire. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que dans notre pays, les primes puissent dépasser les montants largement supérieurs? Les primes sont supérieures au salaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette situation? C'est le non-respect de textes réglementaires. Et aussi la complicité de nous, les syndicalistes. Parce que moi, je l'ai toujours dit que les travailleurs, son salaire ne peut pas être négociable. On ne peut pas pour un salaire venir négocier, aller à Bibois, aller à Boulaloche, non. Le dialogue social doit être permanent, bien sûr. Mais on ne peut pas aller dans un dialogue interminable. Un dialogue qui ne veut que négocier les salaires. Ça, c'est une escroquerie. C'est-à-dire, l'État nous escroque et nous-mêmes, nous nous escroquons. Ce n'est pas du sérieux. On ne peut pas aller à Bibois pour dire... Mais là, vous voulez une chose en même temps, son contraire. Quand je vous dis que nous-mêmes, les syndicalistes, nous sommes complices. Parce que pourquoi accepter aller négocier les salaires? Alors que les lois sont là, il ne faut que l'appliquer. Et nous, les syndicats sont autonomes. Chaque syndicat est autonome. Les syndicats paient et jouissent de son autonomie pour faire groupe et faire pression au gouvernement. Parce que les syndicats, c'est un groupe de pression. Les syndicats, ce n'est pas l'Église. L'Église, nous sommes là pour... Les syndicats, c'est aussi garantir la paix sociale. Mais il faut faire pression à l'employeur pour que l'employeur respecte les textes qui existent. Et combien touche un fonctionnaire, un salaire de base? Aujourd'hui, avec le vice-premier ministre de la fonction publique, avant, le huissier avait plus ou moins, si je peux m'abuser, il était en dessous de 150 000 francs congolais. On nous parlait de 95 $ pour huissier, mais ce n'était pas palpable. Quand vous partez à la banque, ce n'est pas 95 $ qu'on touchait, comme 100 quelques mille. Mais aujourd'hui, le huissier a déjà 240 000 francs congolais et le secrétaire général est dans les 390 000. Alors, le VAPEM est en train de fournir des efforts et pour que le salaire des fonctionnaires s'augmente. Mais ce n'est pas ce que nous, par exemple, moi, ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est qu'on a signé plusieurs accords avec les gouvernements, notamment celui de Mboudi, où le huissier devait avoir plus ou moins 208 $. Et là, je vous rappelle qu'à cette époque, le budget était élevé à 6 milliards de $. À cette époque-là. Maintenant, aujourd'hui, si déjà le budget est à 16 milliards, on doit multiplier par 10. On prend les 200 000, le 208 $ pour le huissier, on le multiplie fois 10. Donc on suppose qu'aujourd'hui, un huissier peut avoir combien? 2080 $. Normalement. Parce que le problème qui est là, lorsque le budget augmente, nous les syndicats, nous n'avons plus besoin d'aller à Bibois ou à la loge pour qu'on augmente les salaires. C'est automatique. Le budget augmente,
les salaires augmentent. Or, la prime, c'est un complément dans les salaires. Et la loi dit que la prime ne peut pas dépasser les 2 tiers des salaires. Puisque lorsque vous partez en retraite, on le calcule pas sur base de la prime. On calcule sur base du salaire. On calcule sur base du salaire. Mais si toi, tu as une prime de 8 millions, comme dans notre ministère, vous avez une prime de 8 millions, mais un salaire de 200 000, les jours où vous partirez en retraite. Raison pour laquelle il y a beaucoup, allez-y voir, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller en retraite. Parce qu'ils se disent, si je vais en retraite, avec mon grade, je peux avoir 5 000, 8 000 dollars pour les frais de frais de frais de carrière. Alors il se dit, non, non. Il y a d'autres même qui viennent, qui trompent à leur âge. Il dit, bon, moi j'ai déjà 65 ans, mais il va réduire encore jusqu'à 50 ans. Ce n'est pas normal. Je vous rappelle, chers journalistes, vous savez, dans des États en voie de développement, de 6 à 18 ans, c'est l'âge de l'apprentissage. Et de 18 à 25 ans, c'est l'âge de la formation. Et de 25 jusqu'à 40-50 ans, c'est l'âge du travail. Et de 50 jusqu'à votre mort, c'est l'âge de la jouissance de la vie. C'est-à-dire, vous avez 6 à 18 ans, vous apprenez, et de 18 à 25 ans, vous êtes formé par rapport au domaine que vous allez exercer, et de 25 jusqu'à 50 ans, vous travaillez. Et quand vous atteignez 50 ans, vous avez votre retraite, mais là vous devez jouir de la vie. Mais ce n'est pas ce qui est pragmatique ici au Congo. Vous allez voir quelqu'un qui a 50 ans mais qui cherche le travail. Imaginez un peu ça. Déjà votre cerveau n'est plus frais. Le cerveau est déjà fatigué. Le cerveau est fatigué, voire même dépassé. Et quand vous allez être engagé, vous allez faire quoi? Quelqu'un qui a l'âge de 30 ans, qui veut aller étudier, être formé, il va être formé. Oui, c'est bien, vous allez avoir votre papier, le diplôme de licence ou de graduat. Mais en réalité, tout ce qu'on va vous apprendre là, vous n'allez pas l'avoir dans votre tête. Parce que l'âge de la formation est déjà largement dépassé. Alors, vous avez proposé un certain nombre de choses par rapport à un nouveau barème, donc un nouveau SMIG unique pour tous les agents et fonctionnaires de l'administration publique. Aujourd'hui, avec toutes ces démarches-là, où en êtes-vous? Nous n'avons pas proposé ça maintenant. Vous avez demandé. Nous les avons déjà proposés. Ok, vous les avez déjà proposés. Ce sont des propositions antérieures qui datent des années. D'ailleurs, bien avant moi, il y a eu des gens qui ont proposé. Nous sommes arrivés, il y a aussi... Mais nous avons essayé de modifier et puis encore de proposer. Les problèmes, c'est l'applicabilité. Maintenant, nous, je pense que la fois passée, vous étiez avec nous, avec l'Observatoire des dépenses publiques. Nous nous sommes entendus avec d'autres syndicats faire une synergie de toutes les associations professionnelles. De telle sorte que nous poussons au gouvernement d'appliquer le barème qui ont été déjà proposés. Et nous avons lancé un message. D'ici le 31 mars de cette année, le 31 mars en cours, nous allons mener une action, une assemblée générale au niveau de la salle des congrès des affaires étrangères avec tous les agents des différentes administrations pour demander à ce que ces agents-là nous accompagnent à faire pression au gouvernement pour appliquer la grille barémique de la fonction publique. Est-ce qu'avant cette démarche, vous avez fait de suivi? Parce qu'en RDC, on constate lorsqu'il y a de prise de décision, des résolutions, et puis ben, c'est fini. Il n'y a pas de suivi. Est-ce que vous faites max bruit pour cela? Vous savez, lorsque vous faites le suivi, vous avez fait un suivi et le gouvernement vous dit, bon, venez, on va à Bibo. Et vous savez que nous avons tous été départagés. Et même dans votre monde de médias, tout le monde a été, nous sommes toujours départagés. Chacun a sa conviction, chacun a sa manière de voir les choses, il a sa vision. Et il y a certains points qui nous divergent. Mais nous ne pouvons pas nous laisser faire par ces points. Nous devons beaucoup plus nous mettre d'accord sur le point qui nous converge. Ce qui n'est pas le cas dans les syndicats. Vous décidez, non, nous allons faire ceci. Mais quand le gouvernement vous dit, venez, on va aller à Bibo. Venez, on va aller en bas de la loge. Il y a certains qui disent, allons-y. Il y en a d'autres, les autres qui disent, non, non, on doit demander au gouvernement d'appliquer ça. Mais quand vous regardez, vous êtes minorité, la majorité déjà accepte d'aller à Bibo. Vous allez faire quoi? C'est aussi cette défaillance. Si vous dites au gouvernement, non, soit nous allons à Bibo, mais avec comme condition vous appliquer. Il ne faut pas nous amener à cette politique, non, le gouvernement n'a pas d'argent. Il y a des prévisions budgétaires. Quand vous élaborez le budget, tout est là.
Vous n'avez pas besoin de dire non, voilà, il n'y a pas d'argent. Mais quand il n'y a pas d'argent, entre-temps, de l'autre côté, il y a des ceux-là qui font des voyages, il y a des ceux-là qui ont des passeports diplomatiques, il y a des ceux-là qui ont des allocations familiales. Même les allocations familiales sont prévues par la loi. La prise en charge de votre famille quand vous travaillez, c'est l'État congolais. Quand vous décédez, l'État vous prendre en charge. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Vous mourrez comme ça, c'est avec des petites cotisations sorcières que nous donnons. Nous-mêmes, vos collègues agents, nous cotisons pour qu'on puisse vous enterrer. Vous tombez malade, il n'y a même pas des hôpitaux qui prennent en charge les fonctionnaires. Il n'y en a pas. S'il y a des gens qui pensent qu'il y en a qui viennent de venir ici. Alors, quel est le rôle de l'Observatoire de la défense publique par rapport à vos revendications ou à vos demandes? L'ODEP ne fait que nous accompagner. L'ODEP ne fait que nous accompagner parce que l'ODEP, c'est une structure qui regroupe plusieurs associations syndicales et professionnelles. Alors, et avec sa demande, nous avons en tout cas donné notre avis favorable. Nous sommes d'accord d'être avec l'ODEP. Et des consoeurs, nous allons faire un travail d'arrache-pied de telle sorte que le gouvernement nous respecte. Et parce pratiquement, qu'est-ce que l'ODEP fait? L'ODEP, c'est comme un syndicat aussi. C'est une structure qui veille sur la vie sociale. Donc son rôle, c'est de veiller sur la vie sociale. Donc il veille sur cette vie sociale. Et nous, en tant que des socialistes, l'ODEP nous invite pour lui accompagner. Et nous avons accepté d'accompagner l'ODEP de telle sorte que nous puissions mettre fin à toutes ces manigances et toute cette sorcellerie des dépassements budgétaires. Voilà. Alors, on considère la République démocratique du Congo comme étant une république. Je vais reprendre les propos des personnes qui nous ont envoyé cela. Plusieurs personnes considèrent la RDC comme une véritable république bananière des grands voleurs. Ah, ce sont des propos forts. Des voleurs des deniers publics. D'abord, pourquoi cette qualification? Vous, en tant que syndicaliste, vous pouvez certainement avoir l'idée par rapport à cela. Vous savez, vous, les amis des médias... Ce sont des questions qu'on nous a envoyées. Hein. Vous avez toujours été curieux. Et lorsqu'on parle de la République bananière, c'est-à-dire que les amis de la politique bouffent et consomment plus ou moins 70% du budget national. Donc on a parlé, on revient sur le train de vie des politiques ou des institutions. C'est-à-dire qu'on consomme plus ou moins 70% du budget. C'est-à-dire le budget est consommé par les politiques au détriment des agents de carrière et des travailleurs congolais. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne signe pas des contrats de travail, surtout dans les secteurs privés. Ça aussi, c'est la faute qui est comme à l'inspection générale du travail, qui ne fait pas son travail. Je ne sais pas si c'est par manque des inspecteurs ou c'est juste l'incapacité ou l'inefficacité dans le secteur du travail. Parce que l'inspection générale du travail, aujourd'hui, nous voyons l'IGF, non? L'IGF est en train de faire un travail, on l'applaudit, l'IGF devient vedette. Mais dans chaque ministère, il y a une inspection. En environnement, il y a une inspection. À la fonction publique, il y a une inspection de la fonction publique. À la territoriale, il y a une inspection de la territoriale. Comme dans le secteur des entreprises publiques, il y a une inspection du travail, qui est l'organe de contrôle. Lorsque l'inspection générale du travail... Mais allez vers mon cher ami, moi-même j'ai travaillé dans le secteur privé. Je suis un enseignant, au-delà d'être fonctionnaire, je suis un enseignant. J'ai travaillé dans certaines écoles privées. Mais allez voir, il y a même certaines écoles privées qui sont reconnues dans notre pays, qui parfois retiennent 20% dans les salaires du travailleur, sous prétexte qu'ils le versent dans la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Mais quand on retient ça, c'est comme ils lui perdent dans la fonction publique, l'impôt professionnel et rémunération. Entre-temps, on vous retient quelque chose dont vous n'avez même pas la carte. Vous n'avez pas la carte de la CNSS, mais vous retenez quand même quelque chose. Ça, moi je peux dire, c'est aussi la complicité de l'inspection générale du travail. Peut-être qu'ils ont une complicité. Parce qu'au-delà de ça, demander dans certaines entreprises publiques ou dans certains établissements privés, si on donne la retraite aux gens, demandez-leur. Quelqu'un qui a 80 ans mais qui continue à enseigner par exemple. Mais entre-temps, on lui retenait quelque chose sur son salaire. Ça, c'est de l'escroquerie. Et moi, si j'étais à leur place, aujourd'hui, peut-être parce que nous n'avons pas de soutien, on doit porter plainte contre l'État congolais. C'est notre droit aussi. Mais qu'est-ce que vous attendez? Mais camarades, si aujourd'hui vous osez le faire,
Et même après demain, vous allez disparaître. Mais il y a beaucoup de procès contre l'État congolais où les personnes qui sont en procès contre l'État gagnent. En procès avec l'État, ils gagnent ça où? Qui nous amène les documents qui prouvent qu'ils ont gagné les procès? La loi du plus fort. Mais écoutez, il y en a quand même de ces particuliers qui remportent des procès contre l'État congolais. Qu'est-ce que vous avez obtenu? C'est ça aussi le problème. Mais vous pouvez quand même oser. Oser? Mais nous osons. Mais vous savez que la justice... Vous osez, mais dans l'entretemps, vous êtes pleurnichard. Imaginez, vous partez au parquet. D'abord, quand vous avez... Si celui qui n'a pas un avocat, qui doit avoir un avocat, il doit payer les honoraires de l'avocat. Exactement. Et si vous partez, par exemple, au parquet, vous avez un dossier. Mais allez voir, il y a certains magistrats, je le dis avec beaucoup d'amertume dans mon cœur. Il y a des magistrats, quand vous avez un dossier là-bas, le même magistrat... auprès de qui débauche la plainte, il va chez celui, auprès de votre accusé, il bouffe encore l'argent. Et chaque jour, toi, tu deviens comme... vous êtes manipulé. Mais c'est ça, donc, il vous invite, vous venez, vous payez encore. Combien bilan en a Mais la plainte là-bas, la plainte au niveau du parquet ne coûte pas moins de 200 $. Ça vient ici, ça entre, ça va là-bas, de l'autre côté. Et tout cet argent-là va où? Quand même la justice dit que non, la justice n'a pas d'argent. Et l'argent que la justice perçoit entre les mains des paisibles citoyens, là va où? Alors vous pleurnichez, vous êtes en train de pleurer, vous syndicalistes. Quelles sont vos propositions alors pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires? Pour les propositions, la fois passée, je crois que je vous l'ai dit, d'abord, la réduction de train de vie des institutions ne suffit pas. Vous pouvez réduire les salaires. Est-ce que vous avez entamé une telle démarche pour qu'il y ait réduction? La démarche est déjà en cours. Parce qu'on sait qu'il y a eu cette proposition au niveau de l'Assemblée nationale qui n'a jamais abouti. Mais les syndicats, c'était un groupe de pression. Le syndicat parle évidemment. Les syndicats, c'était pas de solution. Non. Quand vous parlez de l'Assemblée nationale, je ne peux pas accuser l'Assemblée. L'Assemblée, c'est le Parlement. Vous ne pouvez pas accuser l'Assemblée. Parce qu'elle joue également de ce train de vie. Je dis ceci. Évidemment. Dans l'Assemblée, excusez-moi pour ça, mais il y a certains même députés là qui viennent les proposer et en sortant, on lui donne par exemple 10 000 ou 20 000 $. Vous pensez qu'il va encore revenir pour devenir le train de vie des institutions? Alors, quelles sont vos propositions? Mais nous autres ici... À ce niveau, que faire? Mais nous disons, les trains de vie ne suffisent pas. On peut réduire les salaires des institutions, c'est bien. Mais aussi, il faut réduire le format des institutions. Le format des institutions. Des institutions, comment ça? Il y a certaines institutions qu'on doit même éradiquer. On parlait à un moment donné, de la suppression du Sénat. C'est ce que moi je voulais dire. Et il y a aussi, je vous donne un exemple, nous avons des ministères. Vous avez 60 ministères dirigés par 60 ministres. Or, dans chaque ministère, il faut donner des frais d'installation, des frais de fonctionnement, et ainsi de suite. Nous avons un vaste pays, hein? Non, ça il ne faut pas oublier. Pas le dire. Il y a des ministères qui ont des attributions similaires, qu'on peut les mettre ensemble. On prend par exemple le ministère de plan, budget, finance, on les met ensemble. On prend le ministère de l'environnement, le ministère du tourisme, le ministère des enclaves, on les met ensemble. Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, réforme institutionnelle, on les met ensemble. Qu'est-ce qui empêche ça? Mais la personne qui va piloter ces ministères aura une charge, lourde charge. Non, mais il y a des secrétaires généraux, mon frère ami. Le ministre n'est qu'un politique, mais dans chaque ministère, il y a une administration. On ne veut pas dire que non, on donne ça à un seul ministre, mais avec des différents secrétaires généraux qui vont faire les rapports. Je vous donne un exemple. Le ministère de l'Intérieur a plus ou moins, si je me trompe, plus ou moins 4 secrétariats et 5 ou 6 secrétariats généraux. Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières. On a le secrétaire général des affaires coutumières, on a le secrétaire général de l'Intérieur et sécurité, on a le secrétaire général de relations avec les partis politiques gérés par le ministère de l'Intérieur, on a le secrétaire général de la décentralisation. Mais si vous nous amenez ça, pourquoi séparer initiation à nouvelle utilité pour un ministre, médias pour un ministre? Ce n'est pas normal. Tout
Tout ça pour que chaque membre des partis politiques puisse se retrouver. Non, je suis ministre des médias. Je suis ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Je suis ministre de la culture et art. Ce n'est pas du tout normal. Donc le problème, ce sont des coalitions politiques. C'est ça le problème. Parce que si vous allez dans d'autres pays en voie de développement, comme je l'ai toujours dit, comme la France a un budget. Même si la France, c'est un pays qui peut entrer chez nous 10 fois ou 20 fois. Mais imaginez la France a un budget plus élevé. Mais en France, on ne peut pas avoir au-delà de 20 ministres. Mais pourquoi cela ne peut pas être le cas chez nous ici? Pourquoi? C'est juste parce que les gens veulent se retrouver. Même dans les cas où on vient faire... Comme le nouveau gouvernement, c'est une configuration. On dit, bon, chacun doit se retrouver. C'est ça le plus grand problème. Celui-là doit se retrouver. Vous pensez quand on devait ministre, si on le disait, bon, chaque ministre est là, on doit commencer à lui donner par mois $500. Qui peut accepter de devenir ministre encore dans ce pays? Regardez un ministre. Alors, quelles sont vos propositions? Nous allons petit à petit vers la fin. Non, moi, je demande à ce que, on réduit les temps de vie, non seulement les temps de vie, mais aussi les formats. Donc la suppression des institutions. On doit réduire ces formats-là. Et la deuxième des choses, on doit chercher un mécanisme. Dans les mécanismes qu'on doit chercher, de donner des moyens aux encadreurs de la population et aussi des agents publics de l'État que nous sommes. Est-ce que vous savez, nous les syndicats, normalement, les syndicats vivent par les cotisations de ses membres. Oh, maintenant, tout est bancarisé. Et c'est pas ça la banque. Oh, à l'époque de Mobutu, le président Mobutu, chaque syndicat touchait les check-off. C'est-à-dire, sur son membre, le syndicat pouvait avoir même 1 franc congolais. Mais jusque l'employeur ne veut pas nous donner notre check-off. On ne donne pas de check-off. Et maintenant, on va encadrer la population comment? On va encadrer les syndicats comment? Donc, c'est une façon de nous affaiblir. On les affaiblit parce que quand ils viendront quelque part, on prend peut-être $500 ou même $200, on leur donne et nous nous applaudissons. Ah, on est allé voir le ministre, il nous a donné $200 de transport. Non, ce n'est pas ça. On doit respecter les syndicats. Donner les check-off aux syndicats, c'est prévu par la Constitution et tous les instruments juridiques internationaux. Les plus grands syndicats dans le monde, même au Canada, même ici seulement dans nos pays africains ici. Les syndicats, c'est un syndicaliste, c'est un grand homme, c'est un parlementaire de fonctionnaires. Alors, quel bilan faites-vous de la gestion des finances publiques actuellement en RDC? Il y a une catastrophe financière. Une catastrophe financière. Il y a une catastrophe financière. Comment ça? Je vous dis que il y a des détournements en cascade et des détournements très intelligents. L'argent, ici au Congo, n'est pas canalisé. On ne sait pas les tracer. Mais l'IGF est là, il est en train de faire son travail, il est applaudi. Mais l'IGF elle-même aussi, elle est affaiblie. Il y a des secteurs où l'IGF n'arrive pas. Par exemple? Je vous dis qu'il y a des secteurs où l'IGF ne peut pas oser. Donc elle est limitée. L'IGF est limité, mon frère. Il y a des secteurs où l'IGF ne peut pas arriver. On lui donne une certaine limite. Ici, tu n'arrives pas. Quels sont ces endroits? Ça, c'est une curiosité. Vous vous réservez de citer le nom? Je me réserve les droits de les dire. Mais il faut dénoncer. Vous avez peur? Non, ce n'est pas de la peur. Un syndicaliste n'a jamais eu peur. Bon, et je pense que vous avez... Vous avez votre slogan. Si tu parles, si tu parles, tu meurs. Et si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle. Ok, j'essaie de parler de mourir. Allez-y. Je vous donne un exemple. Il y a certains ministres ici dont l'IGF avait contrôlé. La suite, c'est quoi? Silence radio. À l'EPST, il y a eu une guerre entre l'IGF et le ministre de l'EPST actuel. Tony Mwaba. La suite, c'est quoi? Ils ont fumé les calumets de la paix. La suite, c'est quoi? À la présidence, comme par exemple, parce que quand on dit inspection générale,
la présidente fait partie aussi des services publics. Pourquoi l'IGF ne peut pas contrôler la présidence? Pourquoi l'IGF ne peut pas contrôler la primature? Pourquoi l'IGF ne peut pas contrôler le ministère des Finances? Pourquoi l'IGF ne peut pas contrôler la Banque centrale? La raison du plus fort. Ici, tu ne peux pas. Toi, tu y es fait pour l'opposition et les faibles. Allez auprès de ceux qui ne sont pas ici, contrôlez-le et amenez-nous les rapports. L'IGF, c'est en fait une structure, une très bonne structure. Et avec Alinguetti, il y a une très bonne vision, mais malheureusement, l'IGF est limité. Maintenant, on ne peut pas lui laisser le champ libre. Comme toute autre inspection générale de certaines administrations, on ne les laisse pas le champ libre. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc pour nous, nous proposons, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours prôné l'État des droits. Mais moi, je me dirais que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore palpé ça. Il n'y a pas d'équitabilité dans les salaires, dans les rémunérations. Il y a les SIDA. Les plus forts n'ont jamais été sanctionnés. Les plus grands détournés aujourd'hui sont dehors. Le plus grand détourné, arrêté et de faire en prison de Makal, ils sont dehors. Ils ont introduit des recours. Des recours, mais sous liberté provisoire, vous sortez et demain après demain, vous devenez quelqu'un encore dans ce pays. C'est dommage. Je pense que je n'ai rien dit quand même. Donc, je vous dirais que le pays, c'est notre pays à nous tous. Nous devons l'aimer. Si vous voulez que ce pays avance, aimons ce pays. Mais pas de cette façon-là. Ne cherchons pas pour satisfaire les besoins des uns, sacrifier les intérêts de toute une nation. Alors, je pense que nous arrivons pratiquement à la fin. De manière globale, que retenir du salaire d'un fonctionnaire en République démocratique du Congo ou encore de la politique salariale du gouvernement en RDC? Ce que vous devez retenir, le salaire de fonctionnaire est caractérisé par la modicité. Le salaire est trop petit, trop modique. Le secrétaire général a les rangs quand même du ministre. Quand vous lui donnez 390 000, mais demain après il se tape des maisons et des voitures, il faut demander d'où vient cet argent. Il y a des secrétaires généraux qui bouffent même les frais de fonctionnement de ministère. Même les primes de certains agents. Les vrais agents, il y a certains qui travaillent mais qui n'ont pas de primes. Et les secrétaires généraux disent, bon, moi je prends tout. Parce que l'État lui-même forme les voleurs, non? Or, comment ça? Comment que je ne te donne rien, je te pousse, fais de ton mieux pour avoir quelque chose. C'est ça en fait la démarche. Donc comme on dit, c'est ça. Je ne te donne rien. Débrouille-toi. Débrouille. Mais je vous ai dit la fois passée que même les bourgmestres ne sont pas payés. Mais quelqu'un qui n'est pas payé, vous attendez quoi de lui? Qu'il puisse voler, qu'il crée des fausses stats, qu'il sacrifie la vie des agents, c'est ça. Donc cette modicité-là et des disparités, mettez-nous ensemble, mettez tout le monde ensemble. À partir d'aujourd'hui, nous avons une grille barémique unique. Nous l'appliquons une fois pour toutes. Plus question, où ils ont 20 000 $, où on a 200 000. Non. Ceux qui ont 20 000, on peut 20 000. L'égalité de tous devant les textes et devant la République. C'est ce qui fera de ce pays un pays très fort. Nous n'avons même pas de classe sociale. Je ne sais pas si vous avez une idée sur ça. Le Congo n'a pas une classe sociale. Est-ce que on vous donne quelque chose en tant que les amis de médias? Mais il faut demander, vos droits vont où? Donc l'État vous vole, même vous, l'État vous vole. Mais vous êtes là, vous êtes les premiers. Quand vous partez couvrir une activité d'un politicien, il prend 500 $, il vous donne, ce type-là, à Kabaka. C'est tout simplement ton argent. Ça, c'est l'image erronée que vous avez des médias. Vraiment. Non, la majorité des médias. Je vous dis la majorité. Il y a des médias, d'ailleurs moi je vous félicite. Il y a des médias pour
Allez même parler avec le fonctionnaire. Nous ne dépendons pas des politiques, nous dépendons de notre maison. Vous dépendez de la politique. Vous ne J'ai dit dépendez que pas des politiques. nous ne dépendons pas des politiques, Mais là, vous vous trompez. mais nous dépendons Vous de dépendez notre de organe la de politique. presse. Et ces médias ici, il est géré par qui? Il n'est pas géré par un politique. Écoutez-moi, camarade. De toute Aujourd'hui, façon, on n'est pas là pour parler de vin pâturage. Plus des minutes. je vous dis que Pasteur David, nous allons conclure par vous là ne un dépendez mot pas. de Donc, la je voulais fin. vous aider pour que vous puissiez aussi demain aider les autres qui sont dans les secteurs privés. Vous êtes géré par les politiques, au-delà de tout. Que vous ne le vouliez ou pas, vous êtes dépendant de la politique. C'est faux. Parce Un que mot si de la aujourd'hui, mot de la fin. Là, c'est votre si aujourd'hui appréhension. votre média allait à la contre, vous savez, c'est ça qui vous gère, non? Évidemment, c'est ça qui nous gère sur le plan technique. Hein. Mais c'est ça. Mais aller à la contre de ce qui est prévu avec vos conventions de CESAP, c'est ça plutôt. Directement, on vous bloque. Alors, un mot de la fin, on va conclure. Merci beaucoup, camarades. Un mot de la fin, je vous demanderai tout simplement de continuer à soutenir les plus faibles et à dénoncer les mauvaises actions des plus forts. Et aussi, la deuxième chose, je demanderai au chef de l'État de recevoir les syndicalistes de ces pays. Tout, je ne parle pas de moi-même. Tout celui qui est syndicaliste, que le chef de l'État organise, que ce soit les syndicats élus ou non élus, que les chefs de l'État convoquent tous ces syndicats pour échanger avec eux. Il va découvrir beaucoup de choses. J'ai dit. Voilà, madame, messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était là le pasteur David Delors Louyeye, président syndical de la territoriale. Il était notre invité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, camarades journalistes. Merci à Nico également. Merci Emeline Cambidio. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir.